Bienvenue sur 42 nuances de SF, le podcast français qui explore tous les aspects de la science-fiction. Je suis Clara et je suis super contente de vous embarquer avec moi pour un nouvel épisode. Alors déjà, j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année 2025, tous mes meilleurs vœux, et pour les personnes qui écoutent cet épisode un peu plus tard dans le futur, je ne vous oublie pas, eh bien j'espère que votre année se passe bien. Voilà. Faisons en sorte pour 2025 et pour toutes les années à suivre, évidemment, d'agrandir notre chère communauté de science-fiction. Alors, pour le premier épisode de l'année, de quoi on va parler ? Vous avez peut-être déjà entendu dire que la science-fiction, ce n'est pas que de la fiction, et que la science-fiction, ce n'est pas que de la science. Dans la SF, les sciences peuvent être présentes à différents niveaux, en premier plan, en arrière-plan, ou paradoxalement, presque absentes. Quand il y en a, la SF, elle peut aller d'œuvres très peu spéculatives à des œuvres qui prolongent les sciences actuelles de façon plausible, en passant par des œuvres qui proposent des hypothèses scientifiques très audacieuses, jusqu'à parfois développer un imaginaire absolument loufoque et pseudo-scientifique. Souvent, on comprend que le mot science dans science-fiction tient plus pour de la hard SF, les sciences dures, et que le mot fiction tient plus pour la soft SF, les sciences douces. Et bien à mes yeux, tout ça n'a aucun sens et cet épisode a pour but de vous inviter à remettre en question cette classification bien connue de la SF. Plus précisément, on va parler d'un débat incendiaire qui a fait couler beaucoup d'encre sur la classification des sciences, donc ça va demander de faire un petit peu d'histoire, de l'épistémologie, mais on va aussi pousser un petit coup de gueule, voilà, je crois que je vais être très cynique dans cet épisode, c'est parti. Tout d'abord, parmi les innombrables sous-genres de la science-fiction, à quoi correspond la hard SF et la soft SF ? La hard science fiction, ou la hard SF en un français pure souche, est sûrement celle que vous avez le plus entendue. Elle renvoie à des histoires qui respectent rigoureusement les connaissances scientifiques de l'époque où elles ont été créées, et où les sciences dites dures, entre gros guillemets, on y reviendra, c'est tout le sujet de cet épisode, prédominent la fiction. Selon le dictionnaire de la SF, je traduis, il s'agit de la science-fiction qui ne viole pas les lois scientifiques connues et qui est basée ou centrée sur les sciences exactes. Ça me donne de l'urticaire. Bref, ici ce sont les disciplines scientifiques qui sont les moteurs du récit et on reconnaît notamment la hard SF à ses scènes d'exposition. N'est-ce pas Christopher Nolan ? Bref. Autrement dit, la hard SF ne signifie pas que la lecture ou que la compréhension de l'œuvre est dure et difficile. Ici, dur renvoie juste aux sciences qui le sont, comme les mathématiques, la technologie et l'ingénierie, mais aussi la biologie, la physique et la chimie. Donc non, il ne faut pas avoir fait des études là-dedans pour pouvoir lire et kiffer un livre de hard SF. Selon Christopher Nolan, toujours... Don't try to understand it, just feel it. Bref, j'arrête avec Nolan immédiatement. La soft science fiction, quant à elle, vous l'aurez compris, renvoie à des œuvres où ce sont les sciences douces, entre gros guillemets encore une fois, qui prédominent la fiction. Sciences douces qui renvoient entre autres aux sciences humaines et sociales, comme par exemple la psychologie, le droit, la science politique, l'économie, la sociologie, l'histoire, l'archéologie, la linguistique ou encore la philosophie. Toujours selon le dictionnaire de la SF, la soft SF c'est des œuvres dans lesquelles les éléments scientifiques sont relativement peu importants pour l'histoire. Si le terme n'existe pas encore, les premières œuvres de science-fiction peuvent être rapprochées de ce que l'on appelle aujourd'hui de la hard SF, comme chez Jules Verne, et cette prédominance des sciences dures va atteindre un pic durant l'âge d'or de la science-fiction, donc environ entre les années 1930 à 1950. Ça peut s'expliquer par le fait que cette période elle est teintée de nouvelles inventions et de nouvelles recherches comme celles sur l'énergie nucléaire, mais aussi l'aéronautique et l'aérospatiale. Si elle est ultra acclamée, on a aussi reproché à la hard SF de faire perdre l'émerveillement de la SF. Je rappelle qu'on l'appelait merveilleuse scientifique au départ, cette science-fiction. Mais malgré tout, la hard SF était plutôt glorifiée. C'est ensuite dans les années 1960 à 1980, donc durant la New Wave Science Fiction, que la hard SF va céder la place à des œuvres qu'on qualifie plus de soft SF. Le terme apparaît en comparaison au terme hard SF pile 20 ans après, en 1977, donc on voit que c'est bien plus tard.
Dans la New Wave, on voit alors apparaître des thèmes plus contemporains et sociopolitiques comme la surpopulation ou la répression politique, et donc c'est surtout là où vont apparaître les dystopies classiques que l'on connaît bien aujourd'hui et qui mènent même à la naissance de ce qu'on appelle parfois la science-fiction politique. Genre on pense tous et tous à 1984, à Fahrenheit 451, etc. Cette science-fiction un peu plus expérimentale et introspective et qui s'éloigne des spéculations technoscientifiques a été longtemps moquée justement, car pas assez exigeante ou rigoureuse au niveau scientifique, comme on l'a longtemps reproché aux sciences douces. Donc, on comprend très vite que la classification littéraire de la hard SF et de la soft SF repose sur une nomenclature des sciences qui n'est autre que la plus controversée, à savoir la distinction entre sciences dures et sciences molles. Mais j'ai quand même voulu vérifier, en lisant les articles où les termes soft SF et hard SF avaient été utilisés pour la première fois, pour voir justement si, à l'origine, ils faisaient vraiment référence à cette idée de science dure et de science molle. Et il s'avère que j'en ai pas l'impression. C'est-à-dire que, par exemple, le terme hard SF est apparu pour la première fois en 1957 dans la revue 143 de Astounding Science Fiction, plus précisément dans un article de Peter S. Miller, un auteur américain de pulp de SF. Et donc, en fait, on trouve facilement sur internet la citation suivante, donc de la première fois où apparaît le terme hard SF, en anglais, je traduis. Il est également très caractéristique de la meilleure science-fiction dure de l'époque. Point. C'est tout ce qu'on a. Mais c'est quoi il ? J'ai pas l'info. Bref, on est d'accord, on ne comprend rien. Donc je suis allée fouiller l'archive du Pulp, dispo gratuitement sur internet, parce que internet c'est magnifique. Je mets le lien en description si vous voulez, c'est à la page 142, pour voir ce qu'il en était réellement. Et en fait, c'est en parlant d'un livre de John Campbell, donc, qui a écrit notamment La Chose, adapté au ciné, que Peter parle de la hard science fiction. Je vous cite le passage entier. Le livre de John Campbell, donc là il parle de Islands of Space, a été écrit il y a assez longtemps comme une suite à ses romans. Il a été publié dans le bon vieux Amazing Quarterly du printemps 1931 et croyez-moi, c'était un succès mondial à l'époque. Bien qu'il ait été soigneusement modernisé, il est aujourd'hui démodé. Il est également très caractéristique de la meilleure science-fiction dure de l'époque. Voilà, on comprend un peu mieux, donc dit comme ça, on dirait pas qu'il utilise le terme pour faire consciemment référence aux sciences dures. Mais je dois quand même vous lire la suite pour qu'on comprenne un peu mieux le contexte. En parlant donc du livre de John Campbell, Islands of Space, qui est donc du bon gros space opéra avec des voyages intergalactiques, Peter dit: la super physique dans Islands of Space et les autres histoires de John Campbell étaient différentes. Elles semblaient avoir un sens en termes de ce que vous veniez d'apprendre à l'école. Il s'agissait d'une sorte d'extrapolation de la physique de l'époque. Fin de la citation. Et il dit que les hypothèses de John dans son livre sont scientifiquement solides une fois qu'on avait avalé les hypothèses qui avaient précédé. Donc en fait, on voit ici se dessiner la définition même de la hard SF qu'on connaît aujourd'hui. C'est super intéressant. Et après, il ajoute Islands of Space est une série d'énigmes scientifiques à haute pression que le lecteur n'a pas toujours les connaissances suffisantes pour résoudre. Et avant de continuer, je termine juste par une balle perdue qui lance comme ça à la fin. C'est trop drôle. En gros, il dit que donc, ces histoires sont des puzzles scientifiques, mais écrits par les écrivains les plus expérimentés du domaine, plutôt que par des amateurs simplement doués. Allez hop, comment stigmatiser les auteurs de SF ? Merci Peter. Je sais pas qui visait dans cette phrase, Peter, mais bon. Et en effet, John Campbell était diplômé de physique. Donc voilà. Et c'était aussi une personne aux idées très problématiques, et c'est bien de le laisser là où il est. Donc bref, tout ça pour dire que la première fois que le terme hard SF apparaît, c'est pas pour parler de sciences dures spécifiquement, même si après, Peter fait référence à la super physique de l'œuvre dont il parle. Ce qu'on voit surtout apparaître à mes yeux, je sais pas vous, mais c'est surtout les clichés tenaces de la hard SF de oui, les lectrices n'ont pas les connaissances suffisantes pour comprendre, faites attention avant de lire de la hard SF, ou oui, la hard SF doit être écrite par des experts du domaine scientifique, par des diplômés, et on ressent la moquerie envers ce que Peter appelle les amateurs, qui fera ensuite référence aux autoristes de soft SF. D'ailleurs, la soft SF, elle, de son côté.
Comme je l'ai dit, le terme est apparu 20 ans après, en 1977, dans la revue Observer, plus précisément à la page 20, dans un article de Neil Renton, et je n'ai trouvé aucune info sur cette personne, donc Neil, sorry. Mais bref, j'ai la citation sous les yeux parce qu'encore une fois, j'ai l'archive sous les yeux parce que Internet, encore une fois, c'est magnifique. Putain, franchement, merci les archivistes. S'il y a des gens qui écoutent et qui bossent dans la documentation ou dans les archives, vraiment, merci. Donc, dans cet article, Neil parle du film A Boy and His Dog, aussi connu sous le titre Apocalypse 2024, qui est sorti en 1975 et qui est réalisé par L.Q. Jones. C'est une comédie noire de science-fiction. Et pour la petite info, il est lui-même adapté d'une novella du même titre, écrite par Harlan Ellison. Harlan Ellison qui a écrit pour la série Star Trek, mais qui a aussi écrit le fameux I Have No Mouth and I Must Scream, où je n'ai pas de bouche et je dois crier. Et si vous ne connaissez pas cette œuvre très dark, un peu comme toute l'œuvre de Harlan Ellison, je vous renvoie à la vidéo d'Exitium, je crois que ça se dit comme ça, sur YouTube, qui est géniale, je vous la mets en description. Le monde de la science-fiction est un monde bouillonnant, tout est interconnecté. Bref, donc, que dit Neil sur ce film ? Il dit, je cite, c'est ma traduction. Pour tous ceux qui aiment un peu de science-fiction douce, entre parenthèses, vous ne verrez pas de soucoupe volante, ni d'hommes venus de Mars, ni même de savants fous dans ce film, surtout quand elle est mélangée à un peu d'humour et à de la chair chaude, ce film est fait pour vous. Fin de la citation. Et quand on connaît l'histoire du film, j'espère que quand il parle de chair chaude, ce n'est pas ce que je pense, mais bref. Donc en effet, l'histoire se passe dans un futur post-apo, après la 4e guerre mondiale, il me semble. Ça ressemble à un Mad Max, mais le film est sorti 4 ans avant. Et en fait, on suit un anti-héros, vraiment anti pour le coup, et son chien, avec qui il communique par télépathie. Donc, visiblement, en effet, il n'y a pas beaucoup de science dure en vue. C'est plutôt clair, mais encore une fois, on dirait pas que le mot soft SF ici est utilisé pour parler des sciences douces, mais plutôt pour parler d'une histoire facile à comprendre ou accessible par les néophytes de la science qui veulent quand même regarder de la science-fiction. Mais en fait, si le lien n'est pas explicitement fait avec les sciences dures ou exactes et les sciences molles ou douces, c'est tout simplement parce qu'il n'était pas encore totalement rentré dans le langage courant à l'époque. Commençons par là. Pourtant, cette distinction serait apparue pour la première fois en 1945 sous la plume d'un ingénieur industriel, Gano Dunn, et il a dit par exemple, je cite, attention ça pique, en tête de liste figurent les sciences mathématiques, physiques et biologiques que j'ai l'habitude d'appeler les sciences dures. Cela s'explique par l'exactitude avec lesquelles elles sont capables de prédire des résultats. La prédiction est le test d'une science dure. Plus loin dans la liste viennent les autres sciences que j'appelle les sciences molles, à savoir l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, l'économie, l'histoire et les nombreuses disciplines qui leur sont associées. J'appelle ces sciences molles en raison de leur incapacité relative à prédire. Aïe cadeau, j'ai mal à mon petit cœur. Mais pourquoi d'abord juste les mots durs et mous ? Ça vient d'où ces mots ? Apparemment, on pense que ça viendrait du jargon informatique pour hardware and software. Hardware qui désigne le matériel informatique, les composants physiques, concrets, palpables et durs comme par exemple les processeurs ou les disques durs justement. Et le software qui désigne les programmes et les systèmes d'exploitation, donc des éléments immatériels et abstraits. Bref, la popularisation de cette catégorisation n'est pas allée en s'arrangeant. Parce que si cette distinction elle s'est faite plutôt discrète pendant quelques années, elle a commencé à être beaucoup plus utilisée dans les années 60 avant d'atteindre un pic dans les années 1990. Et à partir de là, on se donne à cœur joie pour explicitement lier la soft SF et la hard SF à cette classification des sciences. Par exemple, en 1986, James Gunn, pas le réalisateur mais l'auteur américain, dira clairement: par science-fiction dure, nous entendons la science-fiction dans laquelle l'histoire tourne autour d'un changement dans l'environnement qui ne peut être compris que scientifiquement et généralement par le biais de ce que l'on appelle les sciences dures, les sciences de laboratoire telles que la chimie, la physique et la biologie, et les sciences d'observation telles que l'astronomie, la géologie et la géographie. Retenez bien cette dernière phrase, et les sciences d'observation telles que l'astronomie, la géologie et la géographie, on y reviendra. C'est dit, c'est clairement dit. Ensuite, le terme hard SF a évolué pour devenir celui qu'on connaît bien aujourd'hui. Et pour ce qui est de la soft SF, dont le terme est plus discret, il ne faudra pas attendre longtemps parce qu'en 1978, dans le manuel de la science-fiction, George Elric écrit:
La soft SF est essentiellement basée sur la sociologie, l'anthropologie, les sciences politiques, la théologie ou la mythologie. Là, encore une fois, c'est dit. Et pourtant, initialement, et selon moi, la première utilisation de ces termes renvoyait à mon sens à la facilité ou non de compréhension de l'œuvre. En gros, c'était d'un côté, ça c'est une œuvre exigeante intellectuellement, donc si vous voulez réfléchir, venez lire de la hard SF pure et dure. Et de l'autre côté, c'était, bon, pour celles et ceux qui veulent pas trop réfléchir, mais se divertir avec des trucs plus ou moins scientifiques, il y a de la soft SF qui traîne par là, c'est pour tout le monde, allez-y, hein. Dans tous les cas, il y a rien à comprendre, et si vous comprenez pas, c'est qu'on peut plus rien pour vous. Alors vraiment, je sais pas vous, mais je le comprends plus au départ comme le niveau de compréhension de l'œuvre, et c'est ensuite qu'il y a eu ce calque vers la classification des sciences, en fait. Et autant, il y a un temps où cette classification hard SF et soft SF faisait vraiment sens pour moi, genre au tout début où j'ai commencé à consciemment m'intéresser à la SF, parce que, honnêtement, ça m'orientait pour mes lectures. Et je dois avouer qu'au fil du temps, j'ai fini par ne plus être trop à l'aise quand je parle de hard SF ou de soft SF pour plusieurs raisons, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Vous comprenez bien que moi qui suis psychologue, ça me fait un peu chier d'entendre que la psychologie est une science molle. J'en profite d'ailleurs pour faire une mini parenthèse parce qu'on le répète jamais assez, mais psychologie et psychanalyse sont deux choses absolument différentes. Renseignez-vous bien si vous voulez faire appel à un professionnel ou une professionnelle, voilà. C'est sûr que Freud n'était pas du tout dans la science dure. Bref, au-delà de cette raison personnelle, cette classification, elle touche une controverse épistémologique plus globale. L'épistémologie, c'est en gros l'étude critique de la connaissance scientifique des méthodes et des fondements d'une science spécifique. Et l'épistémologie, elle sert aussi à réfléchir et à interroger les différentes classifications qu'on a pu faire des sciences, celles qui ont fait et qui font encore couler beaucoup d'encre. Et la catégorisation sciences dures et sciences molles n'en est qu'une parmi d'autres, mais elle a peut-être été la plus polémique. Je vous fais vraiment une version abrégée là, mais n'hésitez pas à creuser parce que c'est giga intéressant l'épistémologie. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais c'est la vérité. Déjà, donc, sans encore parler de sciences dures ou de sciences molles, le sociologue français Auguste Comte, au XIXe siècle, plaçait déjà les sciences humaines au bas de son échelle de complexité. Pas merci Auguste. En tout cas, ça a posé les bases et les sciences humaines sont justement restées très très bas dans l'échelle de complexité dans les esprits. Ensuite, on fait un gros saut dans le temps, mais on n'a pas le temps. On a le commentaire très remarqué de Claude Lévi-Strauss en 1991 qui a qualifié les sciences humaines de, je cite, « flatteuse imposture » car elles seraient limitées par la complexité de leur objet d'étude. Objet d'étude qui donc dépasserait les méthodes employées pour l'étudier. En gros, il insiste sur l'impossibilité de maîtriser totalement les phénomènes complexes des sciences humaines comme la construction du langage, la perception esthétique, les systèmes économiques ou l'évolution des civilisations. A l'inverse, c'est sûr que le Big Bang et la tectonique des plaques sont tellement mieux mesurables. Et grosse coupe pour les gens qui bossent dans les sciences dures, parce que apparemment vos objets d'étude ne sont pas complexes. Les gens qui bossent dans la physique quantique, je sais pas si vous avez entendu, mais voilà. Faut que j'arrête, je deviens trop cynique. Donc, un premier reproche qu'on fait aux sciences douces, c'est leur objet d'étude. Mais on ne parle pas de leur méthode, juste de la nature de leur objet d'étude. Ensuite, on leur reproche que leur expérimentation ou leurs modèles ne sont pas reproductibles. Et la reproductibilité des expériences est une base fondamentale en sciences. Pourquoi ? Tout simplement pour confirmer qu'un phénomène observé n'est pas dû au hasard. Et il est vrai que dans les sciences humaines et sociales, l'expérimentation directe sur des sociétés entières par exemple, est très difficile. Contrairement aux sciences dures, genre par exemple la biologie évolutive, c'est bien connu, a pu reproduire l'apparition des dinosaures. Et les astronomes aussi, c'est bien connu, ont réussi à créer des supernovas en laboratoire. Vous vous souvenez de James Gunn en 1986 qui disait « Les sciences d'observation telles que l'astronomie, la géologie et la géographie ». Bah oui, jusque-là, les astronomes et les géologues, ils sont un peu limités expérimentalement, et pourtant, ils font partie des sciences dures, c'est à n'y rien comprendre. Je pense que c'est juste les sciences douces, elles font vraiment aucun effort. Bref, je me calme. Donc, on voit que baser la scientificité d'une discipline sur son objet d'étude n'a aucun sens, et que la reproductibilité n'est pas un critère universel pour définir une science. Ce qui a du sens, en revanche, c'est de s'appuyer sur son approche méthodologique. Prenons un exemple. La psychologie et l'astronomie, pourtant très différentes, utilisent toutes deux des modèles
prédictif et probabiliste qui s'appuie sur des théories et des observations, des données empiriques. En psycho, par exemple, les modèles comportementaux ou cognitifs ne prédisent pas un comportement avec une certitude absolue, mais donnent des probabilités, genre quelle proportion de personnes adoptera un comportement donné dans une situation donnée. En astronomie, pareil, les modèles de formation des galaxies ne donnent pas des certitudes absolues, mais des probabilités sur la base des lois physiques. Et pourtant, l'une est considérée comme une science dure et l'autre une science molle, alors qu'elles se rejoignent sur certaines pratiques méthodologiques. La vraie question, c'est plutôt comment font les sciences pour maximiser l'exactitude de leurs hypothèses ou de leurs résultats, malgré les limites de leur objet d'étude. Et selon certaines personnes, dont moi, la rigueur scientifique dépend de la méthode et non de l'objet d'étude. Comme le dit le biophysicien Jacques de Certaine, la méthode fait la science, qu'elle soit dure ou molle. Mais s'il n'y avait que ça de problématique, s'il n'y avait que l'épistémologie, faut comprendre aussi que la distinction science dure et science molle est un construit idéologique et pas épistémologique. Juste dans le nom même du truc, il y a un jugement. Science dure est plus valorisant que science molle. C'est absolument du snobisme, science molle. Pour comprendre pourquoi, il y a juste à se rappeler d'un truc. Cette classification, elle est née durant une époque où les sciences dures servaient des intérêts spécifiques et politiques, genre la militarisation d'un pays, la bombe nucléaire, et donc ça servait des dynamiques de pouvoir avant tout. Donc forcément déjà, les sciences dures étaient les plus valorisées pour ça, donc les plus financées. Donc on comprend que cette distinction, elle est tout sauf neutre et elle n'a rien à voir avec la production de savoir. Et elle a fait d'autres dégâts, comme creuser les inégalités de genre dans le monde de la science. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant longtemps, et encore aujourd'hui malheureusement, on pensait que les femmes étaient moins qualifiées que les hommes dans les sciences dites complexes ou techniques. Donc en gros, dans les sciences dures. Il y a une étude très récente, 2021, qui a montré que lorsque la participation des femmes augmente dans une discipline technologique, mathématique ou d'ingénierie, ce domaine est plus souvent perçu comme une science molle. Mais en plus, ces femmes, même quand elles réussissent dans ces domaines techniques, entre guillemets, elles sont moins reconnues et moins financées. Autrement dit, dès que les femmes ou les minorités intègrent un domaine perçu comme étant d'une science dure, ça le dévalorise automatiquement, ça le rend moins prestigieux. 2021 l'étude, je le rappelle, donc c'est-à-dire que les sciences dures sont encore extrêmement perçues comme masculines et sciences douces comme féminines. Et ça a des conséquences non négligeables. Ça peut décourager d'autres femmes, mais aussi d'autres minorités à y rentrer. Mais aussi, du coup, il y a les hommes qui fuient ces disciplines qui se féminisent, entre guillemets. C'est exactement ce qui se passe avec les métiers de l'éducation auxquels les femmes n'avaient pas du tout accès avant. Et depuis qu'elles y ont accès, comme de par hasard, on remarque une dévalorisation sociale de ces très beaux métiers. Et pourquoi je m'attarde autant là-dessus ? Parce que cette distinction idéologique, elle se reflète ultra évidemment dans la science-fiction. La SF en est un miroir avec ses sous-genres de hard SF et de soft SF. Au niveau des auteuristes, premièrement, historiquement, on a vu que le début de la SF était très marqué par les sciences perçues comme dures, mais tout ça, ça s'auto-nourrit avec le fait que au début de la SF, c'était des hommes qui écrivaient pour des hommes. Le début de la SF a été dominé par les sciences dures et par les hommes, donc ça a renforcé l'idée qu'il n'y avait que des hommes capables d'écrire de la hard SF, ce qui a aussi marginalisé les femmes dans ce domaine. Alors heureusement, il y a des autrices féminines de hard SF, elles sont rares, mais elles sont là. Il y a Nancy Kress, Suzanne Palmer et aussi Ursula Le Guin. Ça me fait penser que dans un podcast d'ActuSF, David Meulemans, le président des éditions Aux Forges du Lutquin, a dit qu'Ursula Le Guin faisait de la hard SF avec de l'anthropologie, et j'adore, voilà, fallait que je vous le partage. Au niveau du lectorat ensuite, alors mon témoignage vaut ce qu'il vaut, mais pendant longtemps j'ai eu peur de la hard SF parce que je m'estimais incapable de comprendre ou de profiter de telles œuvres. Je m'étais convaincue que c'était trop complexe pour moi parce que en général je pensais que les sciences dures n'étaient pas destinées aux femmes en gros. Je voyais aucune femme écrire de la hard SF, je voyais très très peu de femmes en lire, donc pendant longtemps j'ai fui la hard SF. Et j'observe la même chose dans mon entourage et quand je discute avec ma communauté, alors je suis tombée sur aucun chiffre pour confirmer mes hypothèses, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais j'ai la nette impression que les hommes se tournent plus facilement vers la hard SF sans se poser de questions que les femmes, que j'entends souvent dire j'ai peur que ce soit trop complexe ou trop technique pour moi.
que les hommes. J'entends très rarement les hommes se dire ça à propos d'une œuvre de RDSF. Et moi-même, je suis passée par là. Bref, alors évidemment, il y a plein de personnes qui n'aiment juste pas la RDSF, hein, je peux comprendre, je dis pas que c'est la seule explication, mais à mes yeux, c'est évident que la RDSF est encore trop facilement destinée aux hommes plutôt qu'aux femmes. Troisièmement, au niveau des protagonistes des œuvres de SF. Il y a une étude que je mets toujours en description, qui a analysé 142 films sur l'IA, sur les thématiques de l'IA datant de 1920 à 2020, et ils ont trouvé que 92% des rôles scientifiques d'ingénieurs ou de data scientists sont interprétés par des hommes. 92%. Est-ce que j'ai besoin de commenter ? Non, mais juste pour résumer, dans les œuvres de RDSF, ce sont principalement des protagonistes masculins qui sont représentés. Donc, est représentée aussi dans nos médias l'idée que les sciences dures sont généralement réservées aux hommes. Et après, on se plaint qu'il n'y ait aucune femme dans le secteur de la tech, par exemple. Bref, voilà en partie toutes les raisons qui expliquent pourquoi je ne suis pas à l'aise avec cette classification. Mais on peut se dire, Clara, on s'en fout, c'est une classification littéraire, c'est juste pour bien ranger les bibliothèques, c'est un outil pratique. Alors déjà, je tiens à dire que cette classification, elle arrange tout le monde jusqu'à ce qu'on dise que Dune, c'est de la soft SF. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dire que le plus grand livre de science-fiction, c'est de la soft SF, c'est trop dur à entendre pour certains. Alors vous comprenez maintenant quand je persiste à dire que cette classification, elle a rien de neutre. Donc oui, peut-être que c'est un outil pratique pour orienter nos lectures, nos films, etc. Mais il n'empêche que ça perpétue tous les trucs pas cool qu'on vient de voir. On vient de voir que c'est une construction orientée et, comme je viens de le dire, pas du tout neutre. Et surtout, c'est ultra réducteur à bon sens. Enfin, c'est obsolète juste. Combien d'œuvres de science-fiction ont prouvé que science dure et science douce étaient complémentaires ? Même la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, reconnue comme l'une des plus grandes œuvres de RDSF, fait intervenir des concepts éthiques, philosophiques et psychologiques. Il y a des œuvres inclassables, genre qu'est-ce qu'on fait de la saga Fondation d'Isaac Asimov qui repose sur des mathématiques sociologiques ? Qu'est-ce qu'on fait de sa psychohistoire, de sa robopsychologie ? Qu'est-ce qu'on fait de Solaris, de Stanislas Lem, par exemple ? Qu'est-ce qu'on fait de l'œuvre entière de Philippe Cadic ? Ces œuvres-là, ces gens-là, on les met où ? Parce que si on les définit comme de la soft SF, c'est pas adapté à mon sens, et si on les définit comme de la hard SF, c'est aussi pas adapté. Ensuite, ça peut décourager le lectorat ou l'audience. Pour quelqu'un qui n'aime pas les maths ou la physique, par exemple, entendre hard SF peut tout de suite décourager parce que il imagine une lecture froide, difficile, alors que beaucoup sont aussi très émotives. À l'inverse, des personnes avides de se casser la tête sur un livre pourraient snober des chefs-d'œuvre de soft SF sous prétexte qu'ils seraient moins sérieux. Et elles pourraient alors passer à côté de plein de réflexions incroyables sur la société, les relations humaines ou la politique. Vraiment, pour moi, cette dénomination, elle est très réductrice et elle fait que les œuvres de SF peuvent être mal comprises ou mal appréciées. Genre vraiment, ça met plein de stéréotypes sur notre belle science-fiction et j'aime pas du tout ça. Et je suis clairement pas la première à dénoncer cette classification, Oulala, pas du tout. Justement, Ursula Le Guin n'était pas très ok avec ça, Johanna Russ aussi, ou encore Kim Stanley Robinson. Moi, je pense qu'on devrait se demander qu'est-ce qu'on gagne à maintenir cette séparation et qu'est-ce qu'on perd. Donc je rappelle que la science-fiction est un genre richissimement hybride, comme tous les genres de l'imaginaire, qu'il existe de la SF très technique tout en étant très émotionnelle, et de la SF où les sciences ne sont pas au devant de la scène, mais qui sont très vraisemblables. Et je vous encourage à aller au-delà des étiquettes ou de les changer, je sais pas, de parler de SF sociale, psychologique, politique, technologique, j'en sais rien, mais remettons en question cette classification. Aujourd'hui, en tout cas, au niveau des débats épistémologiques, on se demande si chercher à classifier les sciences n'est pas vain et si ça représente pas notre obsession vaine pour la catégorisation, l'étiquetage et la simplification, alors que la réalité, elle est loin d'être simple. Et pourquoi elle est loin d'être simple ? Parce que le monde qui nous entoure, il mélange tous les objets d'études scientifiques entre eux. Et pour certaines personnes, ces hiérarchisations, elles occultent le fait que toutes les sciences partagent un but commun, comprendre le réel. Et dans ce sens, elles sont complémentaires. Plutôt que de se concentrer sur des rivalités internes et notamment sur la qualité des méthodes scientifiques, il faudrait plutôt se focus sur l'opposition entre ce qu'est une science et ce que n'est pas une science. Ce qui est une science en opposition au discours infondé ou dogmatique, au charlatanisme, etc. L'enjeu serait surtout ici. Et peut-être qu'on pourrait se demander qu'est-ce qui est de la science-fiction et qu'est-ce qui n'en est pas.
Pour moi, c'est une littérature de spéculation qui ne priorise aucune forme de rigueur scientifique sur une autre. Mais qu'est-ce qui est de la SF et qu'est-ce qui n'est pas de la SF? On aura l'occasion d'y revenir dans de futurs épisodes. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'ai adoré faire cet épisode. Je sais que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi et puis je suis absolument ouverte à la discussion, vive le débat, mais voilà, j'espère que ça vous aura quand même plu. J'ai poussé un petit coup de gueule. Évidemment, je ne prétends pas révolutionner la classification de la science-fiction, mais j'avais besoin de donner mon avis là-dessus. Bref, encore une fois, je vous souhaite une très très belle année. D'ici le prochain épisode, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt.